Que seraient devenus Vigny, Musset, Lamartine, Hugo sans Chateaubriand? Ce révélateur poétique, ce mentor de génie. Hugo et Dumas furent ses amis. Ce dernier, le témoin de son mariage, le personnifie même dans un de ses romans, Les Mohicans de Paris, et encense ainsi ses aptitudes morales et intellectuelles. François-René de Chateaubriand est un homme hors du commun. Prédestiné à remplir une carrière ecclésiastique, il deviendra finalement diplomate, soldat, homme politique et surtout un écrivain illustre pionnier du romantisme français. Issu d'une famille aristocratique ruinée, qui ne trouvera ses honneurs que par le fruit du travail d'armateur de son père, Chateaubriand passe une grande partie de son enfance dans la propriété familiale, le château de Combourg. Entre la mer et la terre s'étendent les campagnes pélagiennes, frontières indécises des deux éléments, l'alouette des champs y vole avec l'alouette marine. Tout Chateaubriand est là, le donjon qui est là et l'océan qui est pas loin. Ces deux éléments ont marqué profondément l'âme de cet enfant et de cet homme jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il a voulu lui-même dormir pour l'éternité en face de la mer. Je suis né gentilhomme. Selon moi, j'ai profité du hasard de mon berceau. J'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L'aristocratie a 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. Au château de Combourg, lieu empreint d'une douceur mélancolique, il découvre sa future inspiration romantique qui passera ensuite à la postérité avec son chef-d'œuvre « Les Mémoires d'Outre-Tombe », écrit de 1806 à 1846. La nuit, il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur et que j'aurais la puissance de créer des mondes. Mes longs silences, mes tristesses sont cause de tous les caprices d'une nature malheureuse qui se déplaît et croit déplaire aux autres. Et Combourg est triste. Sa première enfance, c'est Saint-Malo, une vie insouciante face à la mer, avec toute la liberté que ça consiste. Et brusquement, il arrive dans ce sombre et sévère château. Afin de retrouver la dignité et le statut perdu depuis quelques générations, la famille Chateaubriand s'installe au château de Combourg en 1777. Nous nous trouvâmes de plein pied dans une salle jadis appelée salle des gardes. Une fenêtre s'ouvrait à chacune de ses extrémités. 2 autres coupaient la ligne latérale. Pour agrandir ces 4 fenêtres, il avait fallu excaver des murs de 8 à 10 pieds d'épaisseur. 2 corridors à plan incliné, comme le corridor de la Grande Pyramide, partaient des 2 angles extérieurs de la salle et conduisaient aux petites tours. Un escalier serpentant dans l'une de ces tours établissait des relations entre la salle des gardes et l'étage supérieur. Tel était le corps de logis.
Et brusquement, il arrive dans ce sombre et sévère château où il va vivre tout à fait une autre vie, une vie où il sera mis en pension aussitôt, où il reviendra ici pendant ses vacances scolaires et où il y a des règles et où il s'échappe dans la nature en se promenant dans les bois. Le seul être jeune auprès de lui, c'est Lucile. Lucile était grande et d'une beauté remarquable, mais sérieuse. Son visage pâle était accompagné de longs cheveux noirs. Elle attachait souvent au ciel ou promenait autour d'elle des regards pleins de tristesse ou de feu. Sa démarche, sa voix, son sourire, sa physionomie avait quelque chose de rêveur et de souffrant. Lucile et moi, nous étions inutiles. Quand nous parlions du monde, c'était de celui que nous portions au-dedans de nous et qui ressemblait bien peu au monde véritable. Elle voyait en moi son protecteur, je voyais en elle mon ami. Il lui prenait des accès de pensée noire que j'avais peine à dissiper. À 17 ans, elle déplorait la perte de ses jeunes années. Elle se voulait ensevelir dans un cloître. Sa sœur Lucile qui l'écoute, avec qui il se promène chaque jour pendant les fameuses années qu'il appelle lui-même les années de délire. Il est oisif, il a entre 15 et 17 ans. C'est les années où il se cherche, c'est l'adolescent qui devient un homme avec la conscience de ce que c'est que de devenir un homme. Et il quitte toute l'enfance qui est justement l'inconscience, le bonheur. Et ses angoisses vont naître ici. Il va pouvoir le dire à sa sœur Lucile qui elle-même est un être angoissé. Et c'est un jour, dans les bois de Combourg, que Lucile lui dit « Tu devrais peindre tout cela, tout ce qui se disait mutuellement. » Et c'est là où il va découvrir, à une époque où il se cherche, que brusquement, c'est ça ce qu'il veut faire, écrire. Ce mot me révéla ma muse. Ce fut dans une de mes promenades que Lucile, m'entendant parler avec ravissement de la solitude, me dit « Tu devrais peindre tout cela. » Ce mot me révéla la muse. Un souffle divin passa sur moi. Je me mis à bégayer des vers comme si c'eût été ma langue naturelle. Jour et nuit, je chantais mes plaisirs, c'est-à-dire mes bois et mes vallons. Je composais une foule de petites idylles ou tableaux de la nature. J'ai écrit longtemps en vers avant d'écrire en prose. M. de Fontanès prétendait que j'avais reçu les deux instruments. De la devise de la famille gravée sur l'enceinte du château, « Mon sang teint la bannière de France », il y fonde des rêves de grandeur qu'il exaucera durant ses 80 années d'existence. Ainsi, il parcourt la Révolution française, l'Empire, la contre-révolution, la Restauration, tantôt en exil, tantôt partie prenante dans la vie politique, toujours avec des idéalismes monarchiques. Voyageur devant l'éternel, il explore très tôt le Nouveau Monde, puis l'Europe et l'Orient, retirant de ses expériences des notes de voyage qui alimentent ses récits. Montons sur ce nuage, que le vent nous emporte dans le ciel. Combourg, il arrive à 9 ans et il va découvrir vraiment la vie dans un château fort, avec ses bruits, son obscurité, un père sévère, une mère mélancolique, des histoires de revenants, toute une atmosphère qui va le marquer à tout jamais et où il reviendra sans cesse en mémoire toute sa vie. Ça montre bien à quel point ce donjon granitique représente Combourg. En fait, il y a 4 tours, c'est vrai. Il a commencé à être construite au XIIe siècle par un seul donjon qui est juste derrière nous, à droite, la tour du Mort, et ensuite agrandi pour protéger les frontières de la Bretagne. Et ce qui a rendu cette forteresse célèbre, c'est tout simplement le fait que Chateaubriand a vécu ce château fort. Chateaubriand a inauguré un nouveau genre littéraire, bouleversant ainsi l'ordre établi, avec ses ouvrages immortels Atala, René et le génie du christianisme. Il a engendré le romantisme dont découlent ses formules envoûtantes. Enveloppé de mon manteau, je me couchais la nuit sur le Tillac. La voile enflée me renvoyait la fraîcheur de la brise qui me berçait sous le dôme céleste. À demi assoupi et poussé par le vent, je changeais de ciel en changeant de rêve.
Au château de Combourg, Chateaubriand découvre la mélancolie, source qui alimentera son inspiration et son imagination sa vie durant, et qui consacrera ainsi la naissance du romantisme sous la plume de cet illustre écrivain. C'est du bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte du mal que j'ai porté le reste de ma vie, de cette vague tristesse qui a fait à la fois mon tourment et ma félicité. C'est là que j'ai cherché un cœur qui pût entendre le mien. Et toute sa vie reviendra à cette émotion vécue dans les bois de Combourg. Comme aussi un peu plus tard l'émotion amoureux. Il a 15 ans, il raconte qu'une voisine fort jolie était invitée au château. Et pendant qu'elle était là, il y a eu un grand bruit dans le village et tout le monde accourt à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Et il y a bousculade et Chateaubriand écrit « L'étrangère me barra involontairement le chemin. Je me suis senti pressé entre elle et la fenêtre et je ne sus plus ce qui se passa autour de moi. Et j'entrevis que d'aimer et d'être aimé d'une façon qui m'était inconnue était la félicité suprême. » Et à partir de ce moment-là, ce jeune solitaire, triste, aura une compagne imaginaire qu'il va inventer de toutes pièces. Elle aura pour yeux, pour bouche, pour nez, tel portrait de la salle des gardes ou la fraîcheur de telle jeune fille rencontrée au village. Et c'est avec elle qu'il va inventer pour échapper son univers de frayeur vécu dans la chambre en haut de la tourelle. C'est avec elle qu'il va partir sur un nuage poussé par ce vent qui lui fait peur et qui lui fait imaginer n'importe quoi lorsqu'elle tambourine derrière la porte. Et en un coup de baguette magique, avec la sylphide poussée par le vent, il va se trouver au bord du Nil, au bord du Gange. Ils vont faire le tour du monde. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il revient à lui, qu'il va découvrir qu'au fond, il n'a plus peur du tout. Et il aura une reconnaissance de cette éducation sévère que lui infligeaient ses parents, puisqu'il dira que c'est seul, en haut de sa tourelle, qu'il a appris le courage d'être un homme. Fils cadet d'une descendance de 6 enfants, il est le fruit d'un père taciturne et d'une mère au caractère expansif. Il les décrit amplement dans ses mémoires. Ainsi, son père est avare dans l'espoir de rendre à sa famille son premier éclat. Hautain aux États de Bretagne avec les gentilshommes. Dur avec ses vassaux à Combourg. Taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur. Ce qu'on sentait en le voyant, c'était la crainte. Mon père commençait alors une promenade
qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie que l'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Sa mère, elle savait tout Cyrus par cœur. Apolline de Bédée était noire, petite et laide. L'élégance de ses manières, l'allure vive de son humeur, contrastaient avec la rigidité et le calme de mon père. Aimant la société autant qu'il aimait la solitude, aussi pétulante et animée qu'il était immobile et froid, elle n'avait pas un goût qui ne fût opposé à ceux de son mari. Chateaubriand est confiné par son père dans la tour du Chat, la tour la plus isolée du château. Il la nomme d'ailleurs Mon Donjon. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un chat noir. Dans sa chambre spartiate, abandonnée de tous, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe découvre la mélancolie, la solitude qui animera tous ses ouvrages. La fenêtre de mon donjon s'ouvrait sur la cour intérieure. Le jour, j'avais en perspective les créneaux de la courtine opposée, où végétaient des scolopendres et croissaient un prunier sauvage. Quelques martinets, qui durant l'été s'enfonçaient en criant dans les trous des murs, étaient mes seuls compagnons. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau du ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait qu'elle s'abaissait à l'Occident, j'en étais averti par ces rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Puis, ces bruits expiraient pour recommencer encore. À 4 heures du matin, la voix du maître du château appelant le valet de chambre à l'entrée des voûtes séculaires se faisait entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit. Alors Combourg, c'est toutes ces émotions qui sont imprégnées dans les murs, et tous les amoureux qui viennent visiter Combourg viennent pour ça, pour vivre des émotions qu'eux-mêmes ont ressenties dans leur vie d'autres façons et dans d'autres lieux. Mais Combourg condense tout ça, et je pense que c'est ça le message qu'il faut faire passer, c'est le vécu d'un enfant, le vécu d'un adolescent, avec ses angoisses d'homme à venir, et le regret à l'âge d'homme, à l'époque où il écrit ses mémoires, d'un lieu où il a vu réunir pour la dernière fois sa famille. Et Combourg, c'est ça. Il est tellement émotif en tant qu'homme qu'il ne reviendra jamais sur les lieux physiquement, mais toujours en mémoire. Et il suffit d'une feuille qui tombe, d'un bruit, d'un chant d'oiseau pour que brusquement apparaissent les chants paternels. Combourg a marqué à jamais la vie de Chateaubriand. Il garde 30 ans après les impressions mixtes qui ont afflué dans son esprit lors de son arrivée au château. En sortant de l'obscurité du bois, nous franchîmes une avant-cour plantée de noyers attenant au jardin et à la maison du régisseur. De là, nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de gazon, appelée cour verte. À droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers. À gauche, un autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s'élevait insensiblement, le château se montrait entre 2 groupes d'arbres. Le château, édifié en granit, forme un quadrilatère irrégulier qui est borné par 4 tours composées de machicoulis du XVe siècle. La tour du Mort, la plus ancienne, date du XIIIe siècle.
La tour du Croisé, la tour Sibylle et la tour du Chat furent érigées aux alentours du XVe siècle. Sa triste et sévère façade présentait une courtine portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couverte. Cette courtine liait ensemble deux tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur, lesquelles tours se terminaient par des créneaux surmontés d'un toit pointu, comme un bonnet posé sur une couronne gothique. Quelques fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la nudité des murs. Un large perron, raide et droit, de 22 marches, sans rampe, sans garde-fou, remplaçait sur les fossés comblés l'ancien pont-levis. La mère de Chateaubriand haïssait ce castel. Pour lui, le château entier avait la figure d'un char à 4 roues. Dans les diverses parties de l'édifice, des passages et des escaliers secrets, des cachots et des donjons, un labyrinthe de galeries couvertes et découvertes, des souterrains murés dont les ramifications étaient inconnues, partout silence, obscurité et visage de pierre. Voilà le château de Combourg. En sillonnant le château, on songe à Chateaubriand, fervent catholique, se recueillant dans la petite chapelle. En parcourant le grand salon, on imagine la famille Chateaubriand réunie après le souper autour de l'âtre. Ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. En 1786, Chateaubriand quitte Combourg et ses automnes mélancoliques joliment dépeints dans son œuvre. Il n'y séjournera plus qu'à 4 reprises. Lors de sa venue en 1801, il découvre un château dévasté par la Révolution. Si mes ouvrages me survivent, si je dois laisser un nom, peut-être un jour, guidé par ses mémoires, quelque voyageur viendra visiter les lieux que j'ai peints. Il pourra reconnaître le château, mais il cherchera vainement le grand bois. Le berceau de mes songes a disparu, comme ses songes. Demeuré seul debout sur son rocher, l'antique donjon pleure les chênes, vieux compagnon qui l'environnait et le protégeait contre la tempête. Isolé comme lui, j'ai vu comme lui tomber autour de moi la famille qui embellissait mes jours et me prêtait son abri. Heureusement, ma vie n'est pas bâtie sur la terre aussi solidement que les tours où j'ai passé ma jeunesse, et l'homme résiste moins aux orages que les monuments élevés par ses mains. Alors, c'est pour ça que les gens viennent à Combourg. Ils viennent tout simplement pour vivre l'émotion qu'a vécu Chateaubriand. Et l'émotion marque le siècle, puisque Chateaubriand est celui qui inaugure une littérature nouvelle qui est « Je sens donc je suis ». Chateaubriand est le père du romantisme. Et c'est ce romantisme que viennent écouter, au fond, sentir par les lieux, par ce univers granitique, mais aussi par les discours, évidemment, des guides et l'architecture des lieux qui font sentir aux gens, en effet, que c'est un château triste, surtout pour un enfant qui habite une tour, si loin des autres membres de la famille, qui monte des marches, qui n'en finissent pas, qui vit dans l'obscurité totale entre une bougie et le feu d'une cheminée, d'où l'image fantomique du père qui le marque, puisque c'est son père qui marche de long en large et qui apparaît d'un point de lumière, le feu, vers un autre point de lumière qui n'est qu'une bougie. Tous ces éléments vont marquer son émotion et produire vraiment un texte qui est produit vraiment par l'émotion. En découvrant la salle des archives du château, on retrouve des fragments de vie de l'illustre écrivain, souvenirs, autographes, meubles. Le senti, l'émotion que Chateaubriand a si bien raconté dans les mémoires. Le romantisme, c'est le senti, c'est l'émotion. C'est pour cela que depuis des siècles, les gens viennent à Combourg pour écouter le romantisme. Je pense donc je suis est devenu
Je sens, donc je suis. On envierait presque ces soirées lugubres d'automne qui forgèrent l'âme romantique de Chateaubriand.